Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour. Il arrive des situations où un individu faisant suite à une convocation est placé en détention par les forces de l'ordre. Et généralement, on parle de garde à vue. Eh bien, chers auditeurs, la garde à vue est le thème que nous allons aborder dans cette émission en cherchant à comprendre son mécanisme et ses implications. Pour ce faire, nous avons reçu Kossi Agbe Goza, juriste pénaliste. Quant à moi, je suis Meshak Nyaro. Cher invité, bonjour. Bonjour Meshak. Merci de m'inviter à ce plateau pour parler d'un sujet de grande ampleur dans la procédure pénale. Et c'est un plaisir. D'accord, un plaisir partagé. Alors, dites-nous, quand on parle de garde à vue, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la garde à vue est une mesure privative de liberté qui est décidée par l'officier de police judiciaire fondamentalement au cours de l'enquête préliminaire et qui consiste à retenir une personne au sujet de laquelle on a des soupçons d'avoir commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Donc de retenir cette personne-là dans les locaux de la police judiciaire afin de l'auditionner dans le cadre de l'enquête. Donc voilà en quelques mots ce qu'est la garde à vue. D'accord. Alors, est-ce que la garde à vue intervient toujours suite à une arrestation? D'abord, ça dépend de qui on arrête. Il est possible que le procureur de la République, lors de la procédure pénale, puisse faire comparaître un témoin par contrainte, par force. Peut-être que le témoin, ayant peut-être peur de la situation, ne voudrait pas venir témoigner par lui-même. Donc on l'arrête, on l'amène. Donc dans ce cas, par exemple, dans le cas du témoin, le témoin ne peut pas faire l'objet de garde à vue, puisque c'est juste un témoin. Lorsqu'on le fait comparaître, on l'arrête. C'est vrai que juridiquement, il n'est pas approprié de parler d'arrestation dans ce cas. Mais quand même, c'est quand même une situation où on appréhende un individu et on l'amène. Et donc, si c'est un témoin, il ne peut pas faire l'objet de garde à vue. Mais si c'est une personne qui est soupçonnée d'avoir commis l'infraction, là, si l'officier de police judiciaire juge nécessaire de garder cette personne à vue, il recourt à cette mesure-là. D'accord. Alors, souvent, on entend parler de garde à vue, on entend parler également de détention provisoire. Quelle est la différence entre ces deux notions? Oui, la garde à vue et la détention provisoire sont deux notions qui se ressemblent sur certains points. C'est deux mesures privatives de liberté. Néanmoins, c'est des mesures différentes. D'abord, il y a une différence en termes de l'étape où la mesure est prise dans la procédure pénale. Et on sait que la procédure pénale a plusieurs étapes qui commencent par l'enquête préliminaire et ensuite, après l'enquête préliminaire, il y a l'instruction avant d'aboutir au procès même. Alors, en enquête préliminaire, la mesure privative de liberté à laquelle on recourt le plus, c'est la garde à vue. C'est la garde à vue. Alors que la détention préventive est exclusivement une mesure à laquelle on recourt à l'instruction, à l'étape de l'instruction. Donc en termes d'étape, il y a une différence. Il y a également une différence en termes de gravité même de la mesure. La mesure de détention préventive est plus grave que la mesure de garde à vue, puisque déjà la durée de la détention préventive est plus grande que la durée de la garde à vue. Il y a également une différence qui tient à l'autorité qui décide de la mesure. La garde à vue est une décision qui est prise par l'officier de police judiciaire, donc les officiers de police judiciaire à la tête desquels il y a le procureur de la République. Donc ce sont ces autorités-là qui prennent la décision de la mesure de garde à vue.
contrairement à la détention préventive, qui est une mesure qui est décidée plutôt par le juge d'instruction. Donc voilà quelques différences qu'on peut faire entre la garde à vue et la détention préventive. D'accord. Parlons de la durée. La garde à vue est censée durer combien de temps? Oui, selon le code de procédure pénale togolais, la garde à vue ne doit pas excéder 48 heures. 48 heures? 48 heures. D'accord. La garde à vue doit durer au maximum 48 heures. Et on sait qu'il y a des possibilités de prolongement de ce délai-là, c'est-à-dire qu'on peut renouveler les 48 heures une nouvelle fois. Donc, et là, lorsqu'il y a renouvellement, il faut que le procureur de la République décide de ce renouvellement. Donc, le procureur de la République doit donner son autorisation au renouvellement de la durée de la garde à vue. Et si cette autorisation est là, on peut ajouter de nouvelles 48 heures à cette durée-là. Il est possible également, lorsque l'individu qui est appréhendé a été arrêté en dehors du siège du ministère public, on ajoute 24 heures à cette durée-là, le temps de pouvoir amener cette personne dans le siège du ministère public, et donc 24 heures plus les 48 heures. Et voilà. On est dans les 72 heures. Voilà. Mais cependant, il est constaté sous nos yeux que parfois, suite à une patrouille nocturne, on appréhende des individus et on les place peut-être au commissariat, on les met en garde à vue. Que dit la loi par rapport à ce genre d'attitude? Tout dépend des circonstances qui entourent cette arrestation-là. Si il s'agit d'une infraction qui a été commise et que c'est dans le sillage ou bien dans la logique de l'enquête au sujet de cette infraction que ces individus ont été appréhendés, là, c'est que selon si les nécessités d'une garde à vue sont établies, c'est que ce seront des mesures légales. D'accord. Donc il faut forcément qu'on soit dans une procédure d'enquête avant de parler de garde à vue. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc il faut qu'il y ait une infraction, et pas toutes les infractions. Il faut que ce soit une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement. Il y a des infractions qui ne sont pas punies d'une peine d'emprisonnement. Par exemple, les contraventions. Les contraventions, c'est par exemple lorsqu'on encombre ou lorsqu'on salit la voie. Lorsqu'on salit la voie publique, lorsqu'on salit par exemple la plage, lorsque peut-être on dégrade volontairement des panneaux de signalisation, lorsqu'on viole le feu rouge par exemple, tout ça, ce sont des exemples de contraventions. Et les contraventions ne sont pas punies par une peine d'emprisonnement. C'est juste des amendes qui varient de 5 000 à 150 000 qui constituent la punition ou bien la peine infligée pour les contraventions. Donc, les contraventions n'étant pas punies d'une peine privative de liberté, c'est-à-dire d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine réclusionnaire, on ne peut pas recourir à la garde à vue lorsque l'infraction en question est une contravention. De la même manière, il y a des délits. Il y a des délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement. C'est le cas, par exemple, du délit de tapage injurieux ou nocturne. Et par exemple, lorsque dans la nuit profonde, un individu fait du bruit de manière injurieuse, dérange son entourage et tout, c'est une infraction qui est punie par le code pénal, mais il s'agit juste d'une amende qui est d'une amende de, je crois, de 100 000 à 500 000 francs CFA. C'est ça la punition. Donc il ne s'agit pas là d'une peine privative de liberté. Pour cette infraction précise, on ne peut pas recourir à la mesure de garde à vue. Donc il faut nécessairement que ce soit une infraction pour laquelle l'individu encourt une peine privative de liberté, un emprisonnement ou une réclusion, pour que la mesure de garde à vue soit prise.
Oui, parlons des situations de troubles à la tranquillité et à l'ordre public. Est-ce que une dispute entre deux personnes peut conduire les forces de l'ordre à les placer en garde à vue? Oui, une dispute peut conduire les forces de l'ordre à les placer en garde à vue, puisque déjà c'est un trouble. C'est un trouble à la tranquillité, c'est un trouble à la tranquillité publique. Et maintenant, dans le cadre de ces bagarres, si il arrive encore qu'il y ait des blessures, là nous serons en présence d'une infraction contre la personne. Et si vous vérifiez dans le code pénal, toutes les infractions contre la personne qui portent atteinte au physique, à l'intégrité physique d'une personne sont punies d'une peine d'emprisonnement. Donc, l'infraction résultant d'une bagarre va entraîner, je crois, nécessairement une mesure de détention préventive si les autorités de police judiciaire jugent qu'il est nécessaire de recourir à cette mesure. D'accord. Alors dites-nous, est-ce qu'en matière civile, des situations des conflits civils peuvent aboutir à une garde à vue? Non. Jamais. Par principe, les conflits civils ne devraient pas aboutir à des mesures de garde à vue, sauf si ces conflits peut-être qu'on qualifie de nature civile portent en elles des infractions. Si au sein de cela, il y a eu des infractions, peut-être des propos diffamatoires, là on rentre maintenant en matière pénale et on peut, lorsque l'infraction en question est punie d'une peine d'emprisonnement, on peut recourir peut-être à une mesure de garde à vue. Oui, cependant, merci. Cependant, on constate que parfois, lorsqu'une personne est soit dans l'incapacité de rembourser une dette ou qu'elle a des problèmes d'argent avec une autre et que voilà, on fait recours aux autorités compétentes, on emprisonne ou on garde une des personnes, surtout la personne débitrice. Dans ce cas, il s'agit de quelle situation? Là, il ne s'agit pas d'une garde à vue, je crois, il s'agit plutôt d'une contrainte par corps. C'est la contrainte par corps qui est une autre mesure prévue quand même par notre code de procédure pénale et qui se voit appliquer d'autres règles. Donc c'est différent, c'est quelque chose qui est différent de la garde à vue. Alors au total, on distingue combien de types de mesures privatives de liberté? En tout cas, il y en a plusieurs. Et il y a l'emprisonnement même, à titre. Quand on parle de la privation de liberté, la mesure ou bien la privation à laquelle il faut penser premièrement, c'est l'emprisonnement. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès et l'individu a été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine réclusionnaire. Maintenant, en dehors de ça, il y a la détention préventive. Il y a la garde à vue. Vous pouvez nous expliquer pour chaque mesure privative de quoi il s'agit? Oui, déjà comme je l'ai expliqué, c'est pour le premier, la peine d'emprisonnement et les peines réclusionnaires. C'est déjà c'est une peine. La différence entre cette peine et les autres mesures, c'est que c'est une peine. Ça veut dire qu'il y a eu un jugement qui a été fait, où il y a eu en tout cas un procès, et il y a eu une décision définitive par le juge qui condamne la personne à une peine privative de liberté. Là, c'est le cas de la réclusion criminelle ou de l'emprisonnement, selon notre code. Maintenant, en dehors de ces situations, maintenant les autres mesures, ce ne sont que des mesures, ce ne sont pas des peines. La détention préventive est une mesure, c'est une mesure qui permet de mettre l'individu, le prévenu, à la disposition de la justice, à disposition de la justice pour que cet individu-là puisse être interrogé ou pour d'autres raisons. Par exemple, une raison qui peut consister à faire cesser l'infraction. Si par exemple, la personne qui est mise en détention préventive est coupable d'une tentative d'assassinat. Ça, c'est un exemple pour expliquer. On sait que la tentative d'assassinat a
cette particularité-là d'avoir été planifiée. Oui. C'est une infraction qui est planifiée, c'est un meurtre avec préméditation et guet-apens. Donc ça a été planifié. Alors, peut-être que cet individu a planifié cette infraction-là et le jour où il devrait commettre son forfait, il est allé jusqu'au bout de son action, il a commis le forfait, mais peut-être que le résultat n'a pas été réalisé. Il se peut que peut-être il porte le coup sur sa victime, mais la victime n'est pas morte et que peut-être la victime se retrouve dans le coma à l'hôpital et qu'il a des chances de recouvrir la vie, de revenir à la vie. Et l'auteur de la tentative d'assassinat sait que cette personne n'est pas morte et que dès que la personne se réveille, il va déballer tout. Voilà. Dans ces conditions, par exemple, pour faire cesser l'infraction, puisque sachant cela, il va vouloir aller au bout de son action et en finir avec lui, justement. Donc, pour éviter que cette infraction ne continue, pour faire cesser l'infraction, on met la personne en détention préventive. Donc, il y a plusieurs autres raisons qui poussent à mettre en détention préventive. Donc, ça, c'est encore une mesure qui est différente. Mais là, ce n'est pas encore une peine, la détention préventive. Donc, on le place là, pour l'instant, en attendant que la procédure d'instruction évolue jusqu'à aboutir au procès. La garde à vue, ici, la garde à vue ressemble un peu à la détention préventive, puisque c'est aussi une mesure. C'est aussi une mesure exceptionnelle qui est prise. Mais c'est une mesure qui intervient cette fois-ci au niveau de l'enquête préliminaire. C'est vrai, c'est une mesure qui est commune à la fois à l'enquête préliminaire et à l'instruction, puisqu'on peut recourir à la garde à vue en instruction également. Mais fondamentalement, c'est beaucoup plus une mesure qui est au niveau de l'enquête préliminaire. Maintenant, la contrainte par corps dont nous parlons, qui intervient souvent en matière civile, c'est une mesure qui, en réalité, n'a rien de pénal. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas vraiment du pénal, puisque c'est souvent des dettes civiles qui entraînent cela. Donc, ce ne sont pas des mesures... très souvent, ce qu'on voit, c'est que on détient la personne et la dette que la personne doit être calculée en fonction du nombre de jours qu'il fait en détention. Je pense, si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est 10 000 par jour de détention. Voilà. Donc, ce sont là les mesures les mesures privatives de liberté que je peux mentionner. Oui, nous allons rester un peu sur la garde à vue et la détention provisoire. À partir de quel moment une garde à vue conduit ou aboutit à une détention provisoire? Puisque vous avez dit que c'est une question d'étape. C'est une question d'étape. Oui, là, on peut passer de la garde à vue à la détention préventive lorsque on finit avec l'étape de l'enquête préliminaire et qu'on tombe dans l'étape de l'instruction. Donc, l'enquête préliminaire, au niveau de l'enquête préliminaire, c'est les officiers de police judiciaire qui procèdent à des enquêtes. Donc, ils peuvent visiter le lieu du crime ou le lieu de l'infraction pour faire les constats. Ils peuvent aller faire des perquisitions, donc chercher. Donc, ils procèdent à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité en ce qui concerne l'infraction. Donc, eux, là, c'est les agents de la police judiciaire ou bien les officiers de la police judiciaire qui ont à leur tête le procureur de la République qui agissent dans cette étape-là. Et la seule mesure privative de liberté à laquelle ils peuvent recourir à cette étape-là, c'est la garde à vue. C'est la garde à vue. Maintenant, lorsqu'ils finissent avec cette étape et qu'ils dressent un rapport, un PV, le procès verbal d'enquête et tout, et qu'ils mettent dans ce PV tout ce qu'ils ont pu recueillir de leur enquête, ils transmettent maintenant le dossier au juge d'instruction. Et maintenant, le juge d'instruction, de son côté, fait également ses enquêtes. Il procède aux mêmes actes. Donc, il recherche aussi de son côté les infractions, ainsi de suite, les preuves, les indices et tout.
Et c'est dans cette étape maintenant que le juge d'instruction, lorsqu'il juge qu'il est important de garder la personne à disposition de la justice, avec s'il y a toutes les raisons que voilà, nous venons de mentionner, il peut recourir cette fois-ci à la détention préventive. D'accord. Alors, merci pour tous ces éclaircissements. Lorsqu'une personne est placée en garde à vue, vous avez dit qu'au niveau des autorités, elles vont procéder aux différentes enquêtes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'individu qui est gardé? Oui, l'individu, nous parlons de la garde à vue, n'est-ce pas? Oui, de la garde à vue. Gardé, oui, en garde à vue, bon, ça m'amène à parler peut-être des objectifs, ce qu'on vise quand on recourt à la garde à vue. Les objectifs de la garde à vue peuvent être variés. Ces objectifs peuvent être variés. D'abord, l'objectif peut consister à vouloir faire participer la personne gardée à vue aux investigations. Peut-être, si nous prenons l'exemple des infractions commises en bande organisée, peut-être l'utilisation, par exemple, de la fausse monnaie, ce que nous appelons faux billets. Oui. Par exemple, ce type d'infraction, souvent on sait que c'est des infractions qui sont commises en bande organisée. Ce n'est pas une seule personne. Il y a tout un réseau qui commet cette infraction-là. Lorsqu'on appréhende un individu du réseau qui est juste un maillon de la chaîne, la police judiciaire sait que cet individu-là, étant juste un maillon de la chaîne, en sait beaucoup sur tout le réseau. Donc, ils vont juger important de vouloir faire participer cette personne-là aux investigations, différentes investigations de la police. Donc, pour pouvoir le faire participer aux investigations, on recourt à sa garde à vue, on le met en garde à vue. La raison peut également être de présenter l'individu qui est gardé à vue au procureur de la République, puisque le procureur peut vouloir interroger, auditionner la personne gardée à vue afin de pouvoir savoir quelle suite donner à l'enquête, puisque l'étape de l'enquête, le chef de l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République. C'est lui qui donne les directives aux agents de police, ainsi de suite. Voilà. Donc, le procureur de la République peut vouloir auditionner l'individu gardé à vue pour pouvoir savoir quelle suite donner à l'affaire. Donc, ça, c'est un autre objectif. C'est aussi possible que qu'on puisse garder une personne à vue pour l'empêcher de faire des pressions sur les témoins, sur même la victime, et sur ses proches, menacer peut-être ses proches, pour les empêcher de témoigner contre lui. Donc, c'est aussi pour pouvoir empêcher la personne gardée à vue de se livrer à de pareils actes, on peut le garder à vue. L'objectif peut également être d'empêcher l'individu gardé à vue d'aller modifier les preuves sur le terrain. À supposer, par exemple, que c'est un meurtre qui a été commis et qu'il y a eu une victime qui a été tuée dans le sang. Et sur le lieu du crime, on constate, par exemple, qu'il y a la carte d'identité de quelqu'un de différent, une autre personne que la victime, qui peut-être est trempée de sang. Supposons que c'est la carte d'identité de la personne qui a commis l'infraction. Il fait l'infraction et après il se rend compte que il n'a plus sa carte d'identité sur lui. Et il est convaincu que cette carte est peut-être restée sur les lieux du crime. Voilà. Donc le premier réflexe qu'il aura, c'est de retourner sur ce lieu-là pour faire sortir, en tout cas extirper sa carte du lieu de crime. Donc là, il s'agit là d'une modification de preuve. Oui. Voilà. Donc pour empêcher que l'individu n'aille modifier sur le terrain les preuves, on peut procéder à sa mise en garde à vue. On le met en garde à vue pour empêcher de procéder à cette modification-là. Puisque lorsqu'on parvient à trouver, par exemple, cette carte-là, c'est que ça peut résoudre l'enquête. C'est une grande preuve. Voilà. Il est également possible d'y recourir pour faire cesser l'infraction, comme l'exemple que je viens de donner par rapport à la personne qui est victime
d'une tentative d'assassinat et qui pourrait, ayant eu la chance de survivre, qui pourrait revenir témoigner contre l'auteur, pour empêcher par exemple cet auteur-là d'aller au bout de son forfait, on peut décider de le mettre en garde à vue. Donc voilà quelques objectifs de la garde à vue. De la garde à vue. Alors, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est autorisé aux autorités compétentes de saisir les documents importants, c'est-à-dire les passeports, la carte d'identité de l'individu? Oui, ils peuvent en tout cas prendre la carte et enfin ces documents est important puisque de toutes les façons c'est un individu qui est gardé, mais le garder juste pour le temps de la garde à vue. Voilà, le garder pour le temps de la garde à vue. Est-ce qu'ils peuvent se rendre par exemple à son domicile pour chercher ces documents-là et les garder? Et est-ce que par exemple après la détention, après la garde à vue, pour des besoins d'enquête, ils peuvent toujours maintenir les documents? Non, non. Après la garde à vue, il a été libéré parce qu'on n'a plus besoin de lui en garde à vue. Donc là, il n'est plus utile d'aller confisquer ces documents importants, passeport et autres. Non. Donc il faut lui remettre ça juste après la libération. Oui. Okay. Puisque la décision de remise en liberté après garde à vue vient parce que on a eu à interroger la personne et qu'on est convaincu que il n'y a rien qu'on puisse retenir à son encontre. Alors dites-nous, est-ce qu'une personne qui est placée sous garde à vue a des droits? Oui, il a des droits. Il a des droits. La personne placée en garde à vue a tout d'abord à la base le droit que sa dignité puisse être respectée. Ça veut dire que l'individu placé en garde à vue ne doit pas subir des traitements inhumains, des traitements dégradants, ne doit pas être victime de torture, par exemple. Et lorsque, par exemple, on recourt à la torture contre un individu et que c'est établi qu'il y a eu recours à la torture, ça peut entraîner un vice de procédure. C'est-à-dire donc que toutes les informations qui ont été recueillies de la personne suite à cet acte de torture ne doivent pas être utilisées pour le compte de la procédure. On considère ça comme un fichier corrompu, c'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser pour la suite de la procédure. Et c'est consigné dans un document et gardé par les autorités judiciaires. Et même si un magistrat va utiliser le contenu de ces informations-là, ce magistrat sera coupable d'une infraction et sera sanctionné. Donc, il a le droit à la base que sa dignité soit respectée, qu'il ne fasse pas l'objet de torture. Il a également le droit d'informer sa famille, d'informer ses proches. Donc, ça peut être ses parents, sa femme, son père, sa mère. S'il s'agit peut-être d'un mineur, ça peut être son employeur. Il est possible qu'il informe son employeur. Et donc, il doit informer ses proches. Il doit informer ses proches de ce qu'il est en garde à vue. Il a également le droit de garder le silence. Il a le droit de garder le silence parce que ce n'est pas forcément un juriste. Donc, les questions qui lui seront posées, il ne sait pas ce que l'officier de police recherche derrière la question. Et donc, il a le droit de garder... Il peut décider de se taire. Oui, il peut décider de se taire. Durant toute la période de la garde à vue. Oui, pas toute la période, mais il peut décider de se taire jusqu'à ce que son avocat intervienne. Il peut dire, après avoir décliné son identité, il peut dire qu'il ne répondra aux questions que lorsque son avocat, c'est-à-dire en présence de son avocat. Okay. Voilà. Donc, il peut décider de garder le silence. Il a le droit également d'avoir un avocat qui va l'assister dans les réponses aux questions qui lui seront posées. Donc voilà, il a également le droit de se faire consulter par un médecin. Si en garde à vue il est malade,
il peut demander à ce qu'un médecin vienne le consulter. Oui. Monsieur Agbekossi, dites-nous, lorsqu'une personne peut-être est appréhendée pour être placée en garde à vue, est-ce qu'elle peut contester cette mesure? Est-ce qu'elle peut dire je ne veux pas, ou vous n'avez pas le droit de me prendre, ou je ne suis pas impliqué dans ce de quoi vous parlez? En tout cas, il y a toujours des personnes qui aiment être placées en garde à vue, mais dans notre code de procédure pénale, il n'existe pas une procédure, un mécanisme de contestation de la garde à vue. Donc c'est une mesure qui est décidée par les autorités judiciaires et il l'applique si les conditions sont réunies. Il faut dire que notre code de procédure pénale a quelques insuffisances sur ces points. Et, par exemple, déjà même la définition même de la garde à vue n'a pas été donnée par le code de procédure pénale. Les conditions dans lesquelles il faut recourir à cette mesure-là également n'ont pas été précisées. Et quand vous prenez le code de procédure pénale du début jusqu'à la fin, vous ne verrez aucun titre où on consacre, c'est-à-dire il n'y a pas un seul titre qui est consacré à la garde à vue. Et alors que c'est une mesure qui a une grande ampleur dans la procédure pénale. Voilà. Elle est très pratiquée sous notion. Voilà. Donc il est important. Prions qu'il y a un code, il y a un nouveau code de procédure pénale qui est en cours d'élaboration. Prions que toutes ces choses-là puissent être prises en compte dans le nouveau code. Oui, bien qu'il n'y ait pas de disposition assez claire concernant les mesures à prendre pour effectuer une garde à vue, mais est-ce qu'il y a des éléments essentiels que l'autorité est obligée de respecter avant de procéder à une garde à vue? Oui, ça c'est en termes de conditions. Oui, en termes de conditions. Oui. En tout cas, quand on observe la pratique, on peut identifier une première condition qui est la condition relative à l'infraction qui est en jeu. Est-ce que c'est une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement? S'il ne s'agit pas d'une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement, on ne doit pas recourir à la détention préventive. Donc ça, on peut considérer ça déjà comme une première condition. Donc le fait que l'infraction qu'on reproche à la personne gardée en vue soit une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. En dehors de ça, on peut avoir également le fait qu'il existe l'existence de soupçons que la personne a commis une infraction ou a tenté de commettre l'infraction. Donc ça aussi, c'est une condition. Si, par exemple, il n'existe aucun soupçon sur la personne, que cette personne ait commis l'infraction ou pas, on ne peut pas recourir à cette mesure. Par exemple, un témoin, une infraction est commise, il y a quelqu'un qui a été témoin de l'infraction. Et cette personne refuse, le témoin refuse par exemple de témoigner et on l'appréhende pour le faire témoigner par force. On ne peut pas mettre cette personne en détention, en garde à vue. Il peut être appréhendé pour être juste auditionné. On l'auditionne, on l'écoute et c'est fini. Ça veut dire que quoi? Cette personne-là, il n'y a aucun soupçon d'avoir commis une infraction contre cette personne. Du coup, on peut prendre ça également comme une deuxième condition, le fait qu'il existe des soupçons à l'encontre de la personne sur la commission de l'infraction. Donc c'est une deuxième condition. Et également, on peut prendre comme troisième condition le fait que les objectifs, c'est-à-dire que la mesure doit avoir pour objectif de soit faire cesser l'infraction, soit d'empêcher la personne d'aller concerter avec ses complices ou ses co-auteurs que l'autorité judiciaire est au courant et que ou empêcher à ce que la personne aille mettre la pression ou menacer les témoins ou les victimes pour que ces personnes-là ne témoignent pas contre lui. Donc ça on peut prendre également pour troisième condition le fait que la mesure doit viser un de ces objectifs-là. Donc s'il n'y a pas cet objectif, on ne peut pas non plus recourir à la détention préventive.
Ok. Alors, dites-nous, dans quelle situation on pourrait parler de garde à vue abusive? Oui, on peut parler de garde à vue abusive dans deux cas. D'abord, lorsque les conditions d'un recours à la garde à vue ne sont pas respectées. Si nous revenons sur l'exemple de ce témoin, qui n'est que témoin, qu'on prend et qu'on met en détention préventive, là on peut parler d'un abus. Il s'agit d'un abus. Il n'existe contre lui aucun soupçon d'avoir commis l'infraction. On ne peut pas le mettre en garde à vue. Donc on peut parler de garde à vue abusive dans ce cas-là. Il est possible également qu'on puisse parler de garde à vue abusive lorsque la personne, bien que les conditions d'un recours à la garde à vue sont réunies, ses droits, c'est-à-dire les règles qui doivent être appliquées à la garde à vue, ne sont pas respectées. Dans ce cas également, on peut parler d'une garde à vue abusive. Par exemple, tous les droits qu'on vient de citer au profit de la personne gardée à vue, lorsque ces droits ne sont pas respectés, on peut parler de garde à vue abusive. Est-ce qu'il est normal de mettre en détention, de garder à vue un mineur? La garde à vue d'un mineur va être appréhendée, je crois, sous différents aspects, dépendant de l'âge du mineur. D'abord, l'article 35 du Code pénal togolais dit que le mineur qui est âgé de moins de 14 ans est pénalement irresponsable. Ça veut dire qu'on ne peut pas condamner un mineur de moins de 14 ans à une sanction pénale. Ce qui veut dire que contre ce mineur de moins de 14 ans, on ne peut pas recourir à une mesure de garde à vue, puisque déjà dans les conditions de la garde à vue même, il faut que l'infraction soit punie d'une peine d'emprisonnement. Voilà, donc lorsque c'est un mineur de moins de 14 ans qui est pénalement irresponsable, on ne peut même pas parler de peine et on ne peut pas recourir à cette mesure de garde à vue. Maintenant, ensuite, il y a la situation du mineur qui a 14 ans. Le mineur qui a 14 ans également ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue. On ne peut pas garder à vue un mineur qui a 14 ans. Néanmoins, ce mineur peut être auditionné. Donc, on peut l'amener dans les locaux de la police judiciaire et écouter ce mineur-là au sujet de l'infraction qui a été commise. Et là, dans ce cas, il faut que certaines règles soient respectées. Ce mineur, par exemple, ne peut pas faire l'objet d'audition pendant plus de 4 heures d'affilée. Donc on ne peut pas auditionner ce mineur-là de 14 ans pendant plus de 4 heures d'affilée. Ça veut dire que dans les 4 heures, il faut qu'il y ait 3 pauses. Dans les 4 heures, il doit y avoir 3 pauses de 15 minutes chacune. Donc chaque pause doit faire 15 minutes et il doit y en avoir 3 dans les 4 heures maximum. Dans les 4 heures. Maintenant, il y a la situation du mineur qui est âgé de plus de 14 ans, c'est-à-dire donc un mineur de 15 ans, 16 ans et 17 ans. Ces mineurs-là peuvent faire l'objet de garde à vue. Les mineurs âgés de plus de 14 ans peuvent faire l'objet de garde à vue. Mais là également, il y a des règles précises qu'il faut respecter. Et il s'agit d'abord la durée de la garde à vue des mineurs âgés de plus de 14 ans ne doit pas dépasser 20 heures. 20 heures. La durée maximum de leur maintien en garde à vue est de 20 heures. Ces 20 heures-là peuvent être prolongées de 10 heures maximum. Et le prolongement doit être soumis à l'autorisation du procureur de la République. Maintenant, en garde à vue, une fois en garde à vue, l'audition de ces mineurs ne peut pas dépasser 5 heures d'affilée. Donc, on peut interroger, auditionner ce mineur-là pendant maximum 5 heures, mais les 5 heures doivent être entrecoupées de 2 pauses de 15 minutes chacune. Donc, voilà
un peu. Maintenant, lorsqu'on met également ces mineurs en garde à vue, il faut immédiatement informer ses parents, informer les parents du mineur ou bien le tuteur du mineur, ou bien informer son représentant légal ou les institutions chargées de la protection de l'enfant, qui ont pour mission de protéger l'enfance, et des institutions agréées. Hein. Donc, recourir à ces institutions-là. Oui, les ONG qui ont cette mission-là de protéger les enfants. Donc, à défaut des parents, on fait recours à ces ONG-là pour assister le mineur. Et maintenant, il y a des mécanismes prévus pour les mineurs que le Code de l'enfant a prévu. Et c'est le mécanisme de la médiation pénale. Il y a la médiation pénale qui est prévue par le Code de l'enfant, qui permet c'est un mécanisme pour éviter que le mineur puisse faire l'objet de sanctions pénales. Donc, la médiation pénale consiste tout simplement à mettre ensemble la victime et sa famille, et puis le mineur auteur d'infraction et sa famille, et entamer une négociation, une discussion entre les deux pour parvenir à un point d'entente qui permet d'éviter à ce mineur-là la sanction pénale. Donc, après avoir procédé à la médiation pénale, on abandonne les poursuites contre le mineur. D'accord, merci Monsieur Agbé Kossi Goza. Je pense que dans les prochaines émissions, nous aurons le temps d'épuiser totalement le sujet et d'aller dans tout, de contourner, d'aller en profondeur et d'expliquer vraiment le sujet. D'accord. Je rappelle que vous êtes juriste pénaliste et que vous appelez Goza Agbé Kossi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Un plaisir partagé. Alors, merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidèle écoute. On se retrouve le jeudi prochain pour une autre émission, pour un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.